Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cyclisme Performance Academy. Vous êtes dans un nouvel épisode de Prépare ta saison 2025 avec Cyclisme Performance Academy. Aujourd'hui Mathieu, on est encore en présentiel. Ouais, Super. Nouvel épisode plus sympa visuellement. clairement. Il ne faut pas Clairement. oublier que les podcasts sont aussi au format vidéo disponible sur YouTube. Donc ceux qui ont l'habitude d'écouter sur Spotify par exemple, n'hésitez pas à faire un tour sur YouTube. Comment tu vas Mathieu? Au top. Et toi? Ça va très bien, merci. Cool. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du testing. Ouais. On va mettre les deux pieds dedans aujourd'hui. Est-ce qu'en 2024-2025, est-ce qu'on fait encore un CP5 et un CP20? Pourquoi pas? Si par exemple ça fait 10 ans qu'on fait les tests CP5 et CP20, qu'on n'a pas changé de capteur tous les 6 mois, qu'on a quelque chose d'à peu près reproductible, on peut toujours continuer à faire ces tests-là pour poursuivre son profil. Après, c'est vrai que d'un point de vue pratique, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire d'un CP5? Bah, moi, j'en ferais pas grand-chose, honnêtement. Ouais, calibrer une séance PMA à partir d'un CP5, ça donne un ordre d'idée, mais cet ordre d'idée-là, on l'a avec d'autres méthodes qui sont plus intéressantes pour d'autres choses. Donc finalement, ça nous servirait, je dirais, que à calibrer des séances PMA, sachant que selon la durée de l'intervalle, la récupération, etc., enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. On ne peut pas utiliser, se dire on va faire un 30-30, un 40-20, un 30-15, c'est-à-dire on va toujours prendre notre puissance 5 minutes. Parce que c'est cette puissance-là qui va nous permettre de développer le VO2 max. En réalité, il n'y a pas de puissance entre guillemets PMA, puissance maximale aérobie, c'est pas un terme qui fait vraiment science scientifiquement. Et voilà, le VO2 max, on peut l'atteindre de plein de façons différentes, de plein d'intensités différentes. Et il n'y a pas que l'intensité 5 minutes, test 5 minutes qui nous permet d'atteindre le VO2 max et tout le reste, ça sert à rien. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, l'utilité pratique d'un test 5 minutes est limitée. Un test 20 minutes, c'est aussi limité, c'est intéressant pour le suivi. Voilà, si on fait des tests 20 minutes tous les ans, bah voilà, moi perso, j'essaie d'en faire un tous les ans et ça donne quand même une bonne idée de la progression. Donc voilà, on peut se limiter à ça parce que pareil, d'un point de vue pratique, bah, j'en ferais pas grand-chose. On pouvait en sortir de la FTP par exemple, mais voilà, on se rend compte que baser toutes nos zones d'entraînement sur une seule puissance, ça a quand même de très très grosses limites en termes de fiabilité. Donc voilà, au-delà pour du suivi de la progression, et encore même pour le suivi de la progression, en fait on se rend compte que dans un test 20 minutes, il y a une telle part motivationnelle et mentale que est-ce que ça reflète vraiment notre progression ou notre régression, parce qu'on peut perdre des watts aussi, ça arrive. Est-ce que voilà, on fait un mauvais test 20 minutes, merde, j'ai régressé, alors qu'en fait, ça peut être tellement, tellement de choses qui influencent cette valeur-là. Ça demande un tel engagement que, ouais, franchement, c'est dur de baser toute sa progression sur un seul test 20 minutes. Ouais, c'est beaucoup plus vaste et large que ça, quoi. Donc aujourd'hui, les tests 5 et 20, CP5, CP20, Mm. on les a un peu mis de côté. Ouais. On les garde toujours pour suivre une progression longitudinale. Mm. Au final, simplement entre les saisons, on se dit vas-y, on en cale un pour voir ce qui se passe, quoi. Et encore, si on n'en a jamais Ouais. fait avant, Oui. si on habite dans une région où on n'a pas de montée supérieure à 2 minutes et qu'on n'a jamais fait de test 20 minutes ou qu'on en fait une fois de temps en temps en montagne, oui, à la limite, on peut en faire un. Enfin, en soi, ça fait pas de mal. Mais voilà, je pense que c'est pas. On ne peut pas se dire, ouais, j'en fais pas, c'est grave, quoi, clairement. euh, clairement. Mais du coup, qu'est-ce que tu conseillerais comme test à faire en remplacement de ces tests-là? Bah, il y en a beaucoup et pas beaucoup. En soi, la méthode de référence maintenant, c'est la puissance critique. Ouais. Voilà, qui va utiliser du coup plusieurs tests, plusieurs relations puissance-durée pour en faire un modèle mathématique assez simple, enfin modéliser la courbe, la relation puissance-durée. Et on va chercher l'asymptote de cette courbe-là, vraiment à partir du moment où, en fait, quand on trace une relation puissance-durée, notre courbe, elle va commencer à s'aplanir et être stable. Et bah là, en fait, on va se dire c'est notre puissance critique. Et donc, du coup, pour modéliser cette relation puissance-durée, on peut utiliser différents tests. Donc, c'est pour ça que finalement, on peut faire plein de tests possibles et que
un test 5 et 20 minutes, ça peut rentrer dans cette définition, dans cette mesure de la puissance critique. Voilà, alors comme j'ai dit, pour moi, un test 20 minutes, ça a des grosses limites parce que c'est quand même assez long, c'est vraiment dur et il y a beaucoup de facteurs qui influencent un test 20 minutes. Du coup, on peut faire un test plus court et en puissance critique, voilà, entre 3 et 5 minutes. Un autre test, peut-être autour des 7-8 minutes et un autre test autour des 15 minutes. Ok, donc tu mets quand même 3 points d'entrée. On peut encore faire moins. Il y a voilà, des études qui ont montré que ceux qui étaient familiarisés au test de puissance critique, et donc quand en ont déjà fait, ou en tout cas voilà, qui ont une expérience, qui savent gérer leurs efforts, ça veut dire qu'on sait qu'ils vont vraiment faire des bons tests. On peut utiliser que 2 points de données, même si c'est forcément plus risqué pour quelqu'un qui débute de faire que 2 tests. Donc voilà. L'idéal. Il faut préciser que c'est ton CP5, ton CP20, c'est la Ouais. même méthode, même méthodologie pardon, sur un 3-5 ou 7-8 ou 12-15. Ouais. C'est la même chose, c'est la meilleure puissance moyenne sur cette durée d'effort-là. C'est ça, c'est vraiment. Ça change juste le temps qui change, quoi. Ouais. Donc, en termes de gestion d'effort, bah ouais, on veut faire la meilleure puissance moyenne. Donc, autant sur un 3 minutes, ça rentre pas trop en compte, quoique quand même, on peut vite foirer un test 3 minutes. Un test 20 minutes, c'est compliqué en termes de gestion d'effort. Euh, donc voilà, il faut quand même réussir à bien gérer son effort pour faire un test max. C'est pour ça que si on fait une évaluation de la puissance critique et qu'on a un doute sur les tests, ou en tout cas qu'on a des tests qui ne sont pas très bien réalisés, et qu'en plus de ça, on se base que sur 2 tests, bah, finalement, on court de gros risques de mal estimer la réelle puissance critique. Encore, il faudrait qu'il y ait une puissance critique qui soit réelle. Mais Tu, tu penses quoi du test qui est 3 minutes all out il me semble qu'il y en a un qui est sorti comme ça. ouais, c'est un test. L'idée, c'est de partir à fond Ouais, et dès que t'en peux plus, tu réaccélères quand même et ouais. t'atteins la puissance critique à la fin, quoi. Ouais. Bah, en labo, sur des personnes pas très entraînées, ça marche plutôt bien. Mais en pratique, sur le terrain, ça marche pas vraiment. Ça marche bien en fait quand il y a 10 personnes qui vous gueulent dessus, qu'il y a tout un labo qui vous gueule dessus, ça marche à peu près et qu'on n'est pas trop entraîné. Parce qu'en fait, quand on est entraîné, ça surestime vraiment trop la puissance critique. Même en fait, on n'arrive pas à mal gérer à ce point-là, quoi. C'est-à-dire vraiment partir à fond. Parce qu'on fait un test de 3 minutes all out, vraiment le vrai test 3 minutes all out comme il était décrit dans la littérature, il faut vraiment partir à fond, il faut partir au sprint. Et en fait, ouais, déjà faire un wingate ou quand on dit au gars qu'il faut partir à fond, déjà c'est compliqué. Donc sur un test 3 minutes, c'est encore plus compliqué, quoi. Mais du coup, la finalité de ces tests-là, c'est la puissance critique. Est-ce que tu peux développer le concept de puissance critique? Quelle est la valeur qu'on obtient au final? Ouais, bah du coup, on a une valeur qui va représenter estimer, on va dire, le deuxième seuil physiologique. Alors, c'est approximatif, parce qu'en réalité, quand on compare aux méthodes de référence du deuxième seuil physio, qui est par exemple le MLSS en mesure, voilà, un test lactate, il y aura un écart quasi systématique entre la puissance critique et le MLSS. On ne trouvera jamais la même chose. Mais ça vaut pour plein de méthodes de testing. Voilà, le résultat du test dépend du test qu'on a fait. C'est pour ça aussi que quand on fait un test puissance critique, si un coup on a fait 3 et 12 par exemple et que la fois d'après on fait 4, 7, 15, c'est pas vraiment comparable, même si c'est la puissance critique quand même. Donc en fait, chaque méthode, c'est une méthode et voilà, comparer les choses qui ne sont pas comparables, il faut vraiment faire attention. Donc voilà, l'idée qu'il faut retenir, c'est que vu que c'est censé représenter le deuxième seuil physiologique, ça veut dire que sous la puissance critique et au-dessus de la puissance critique, en fait, l'état physiologique est différent. C'est quelque chose, c'est plutôt plus qu'un seuil, c'est plutôt une phase de transition. En réalité, voilà, si on est 5 watts en dessous de la puissance critique, 5 watts au-dessus de la puissance critique, il n'y a pas de grosse différence. Mais en tout cas, on sait que quand on est, voilà, si on prend l'exemple des domaines d'intensité, qui sont 3 zones majeures de l'entraînement, c'est la basse intensité, sous le premier seuil, la moyenne intensité, on va dire, entre les 2 seuils, et la haute intensité au-delà du deuxième seuil. Donc il faut préciser que ces tests-là essayent d'estimer ces moments de transition. Le deuxième, surtout, puissance Ouais. critique, c'est que le deuxième. C'est Ouais. quand on passe de la moyenne intensité, on va dire, à la haute intensité. Et là, entre les deux, on arrive très bien à. Voilà, on sait que quand on est au milieu
deuxième domaine d'intensité et au milieu du troisième domaine d'intensité, ouais, il y a une très grosse différence. On différencie très bien. À 5 watts près, on ne fait pas la différence. C'est vraiment quelque chose qui est très fin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence entre un test référence physio pour un test lactate qui va être finalement le bas de la zone de transition. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Le bas de la zone de transition, le bas du deuxième seuil, on va dire, et la puissance critique qui est pour moi le haut du deuxième seuil. Ça surestime quasi systématiquement d'environ 20 watts le deuxième seuil lactate. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, hein, quand on fait des séances, qu'on travaille notre deuxième seuil lactate et qu'on est 20 watts au-dessus, c'est pas exactement la même séance que peut-être on avait en tête, quoi. Donc attention à ça. Et du coup, voilà, l'idée de la puissance critique, c'est vraiment de différencier entre les domaines, mais voilà, on n'est pas à quelques watts près. Et pour ça, franchement, ça marche extrêmement bien. C'est super fiable. Voilà, on ne se trompe pas, à 20 watts près, bah ouais, on sait que 20 watts au-dessus de la puissance critique, on est largement au-dessus, et 20 watts en dessous, on est largement en dessous. Ok. Donc voilà. Donc ça nous permet après de calibrer mieux nos séances, Ouais. peu importe quasiment les domaines d'intensité. Bah après, on repart de la puissance critique pour reprendre des modèles de zones d'entraînement qui vont se baser sur les modèles d'intensité. Donc on va prendre, mettons, la zone 1-2 qui sera dans de la moyenne intensité, enfin de la basse intensité plutôt, zone 3-4 moyenne intensité, et au-dessus, ça sera voilà, des délimitations arbitraires qui vont nous permettre de travailler plutôt au-dessus du deuxième seuil, le VO2 max, les sprints, etc. Voilà, tout ça, c'est finalement assez arbitraire. Physiologiquement, ce qui nous intéresse le plus, ça va être ces trois domaines-là qui font vraiment sens. La différence entre la zone 1 et de la zone 2, physiologiquement, elle n'existe pas, quoi. La structure, elle est plutôt pour l'athlète, le guider à faire mieux ses séances, mais en soi. L'utilité, elle est vraiment pratique, quoi. Ouais. C'est au quotidien. Voilà, ça permet de mieux expliquer les choses, différencier nos séances, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Et est-ce qu'il y a des tests un peu plus courts? Tu as évoqué le Wingate par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc ouais, le Wingate, pour expliquer un peu ce que c'est un test de 30 secondes où l'idée c'est enfin le concept c'est partir au sprint et voilà, faire 30 secondes all out, donc qui est vraiment à fond sans gestion d'effort. Donc c'est un test qui est intéressant pour évaluer déjà ses capacités vraiment à très haute intensité, ses capacités de sprint, ses capacités glycolytiques, donc de cette filière énergétique là qui va délivrer un maximum d'énergie sur les efforts très courts. Et voilà, si on s'améliore notre puissance sur 30 secondes, c'est que notre filière glycolytique, globalement, s'est certainement améliorée et que c'est quelque chose qui se transposera sur à peu près toute la haute intensité. Donc ça, c'est intéressant. On peut aussi regarder sur ce test Wingate la perte de puissance entre la Pmax et la Pmin qu'on atteint en fin de test 30 secondes. Et voilà, selon les profils, on va avoir plus ou moins de perte de puissance. Un profil plutôt endurant, entre guillemets, aura moins de pertes qu'un profil vraiment sprinter qui va pouvoir sortir 1600 watts sur le lancement du 30 secondes et qui va finir à 500 watts. Là, il y a une déperdition qui est énorme. Alors que quelqu'un qui sort 800 ou 900 watts au max sur un sprint de 30 secondes, s'il finit à 5 ou 600, la déperdition est bien plus minime. Et donc ça permet quand même de bien évaluer les profils. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Enfin, déjà financièrement, ça coûte rien, mais en tout cas d'un point de vue d'entraînement, enfin de notre énergie disponible pour s'entraîner, faire un 30 secondes all out, ça se place quand même assez bien. Pour les informations que ça nous donne, le retour sur investissement est quand même assez bon. Donc moi je dirais que c'est quand même un essentiel de l'entraînement. Et après, il y en a d'autres. Déjà de base, c'est de faire des sprints max sur 5 à 10 secondes. C'est quand même intéressant de savoir comment on évolue sur vraiment de la puissance max. C'est un bon marqueur de fatigue. C'est un bon marqueur de progression quand on fait des courses FFC, enfin en tout cas voilà, un format fédéral où finalement la puissance au sprint elle est quand même déterminante. Donc ça c'est important d'en faire à peu près toute l'année pour suivre cette puissance-là et voir comment ça évolue. Si on voit que ça baisse de trop, ça peut être un signe d'alerte de se dire il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être une perte de poids, il y a peut-être un déficit énergétique ou il y a peut-être un surentraînement, il y a peut-être une fatigue, enfin, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Et si ça progresse, c'est cool et autant faut continuer comme ça parce que c'est une puissance qui est vraiment importante et qui se perd quand même. Autant progresser au sprint c'est compliqué, autant par contre régresser au sprint c'est pas compliqué. Ça va plus dans un sens que dans l'autre. Non, ça se perd quand même. Après ça dépend des profils. Il y en a,
Il y en a, ils font pas de vélo pendant 2 ans, ils ont encore 1600 watts en Pmax. Hein. Ça, il y en a plein. Et bah ouais, ils sont généralement, c'est plus compliqué sur les efforts très longs, mais au sprint, il y en a qui ont un talent, ça c'est clair. Ouais. Mais du coup, on a quand même des tests autres que les tests dits classiques Ouais. d'estimation des zones d'intensité à observer, qui Ouais. permettent de donner, tu disais, des profils, des orientations d'entraînement aussi, du coup, Ouais. pour progresser davantage à l'entraînement. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la précision de ces tests? Tu as évoqué par exemple le MLSS à effectuer. Ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce test du coup lactate? Ouais, j'en parle tout le temps. Ouais, bah, dans le testing, t'allais pas Ah y échapper, hein. ouais. Non, mais je pense que tout le monde le savait. Ils le savaient déjà en cliquant sur le podcast, donc je suis obligé d'en parler. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est vrai que c'est une méthode que j'ai clairement adoptée. J'en ai fait plein des tests physio. Hein. Voilà, je peux revenir sur mon parcours, mais voilà, j'en ai fait beaucoup avec plein de méthodes différentes. Et c'était vraiment une super expérience. Essayer de creuser tous les outils disponibles aujourd'hui pour faire du testing physiologique. Il y en a beaucoup. Voilà, depuis, je dirais, 5-6 ans, ça se démocratise beaucoup. Voilà, il y a eu une époque, on parlait beaucoup de capteurs d'oxygénation musculaire. J'ai l'impression qu'on en parle moins. C'est quelque chose que j'ai vraiment creusé, etc. J'ai essayé aussi donc, tout ce qui est échange gazeux et déterminer les seuils ventilatoires. Voilà, tout ça. Et puis le lactate. Et au final, 5-6 ans après m'être intéressé à tout ça, j'ai gardé que le lactate. Et pour moi, c'est une méthode qui est vraiment intéressante. Déjà parce que on n'a pas des centaines de milliers de données. Ça arrive très vite avec les seuils ventilatoires, capteurs d'oxygénation musculaire et tout plein de capteurs qui existent sur le marché. Finalement, on va enregistrer plein de choses, mais on ne sait pas quoi en faire, quoi. On ne sait pas quoi en faire. On a beaucoup de bruit dans les données, c'est-à-dire qu'on a des données qui ne sont pas parfaitement fiables et parfaitement lisibles, donc ce qui influence quand même l'interprétation. Et avec le lactate, en fait, pour l'instant, on fait des mesures qui sont ponctuelles, c'est-à-dire que on fait une mesure de sang capillaire donc au niveau du doigt ou au niveau de l'oreille. C'est vraiment le sang qui est à la surface de la peau. Et on a une donnée et ça s'arrête là. Peut-être qu'un jour on aura un capteur en continu, etc. Je pense que oui, on l'aura, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, le schéma classique, c'est de tester à différentes intensités et de voir comment le lactate répond. Et c'est assez simple à comprendre. C'est soit on est à basse intensité, ça veut dire que plus on monte notre intensité, en fait, ça change rien. Notre corps, il va certainement produire plus de lactate. Enfin, en tout cas, il produit plus de puissance. Donc, ça veut dire que il a besoin de plus d'énergie. Donc, les filières énergétiques tournent plus. Mais on reste dans un état stable. On arrive à réutiliser le lactate. On arrive à rester dans un état stable. Notre consommation d'oxygène reste dans un état stable. Tout reste stable, proche du niveau de base qu'on peut avoir à très basse intensité ou même au repos. Et ça, c'est vraiment la définition de la basse intensité qui est super utile dans l'entraînement au quotidien parce qu'on veut accumuler du volume d'entraînement à basse intensité pour assimiler toutes les hautes intensités et puis tout simplement pour progresser. Donc c'est le cœur de l'entraînement et finalement il n'y a pas beaucoup de façons de déterminer avec précision si on est en basse intensité ou pas. Si on fait notre basse intensité trop haut, en fait on n'est plus dans un état stable et là l'impact physiologique derrière il n'a rien à voir. Oui, on aura un lactate qui est plus élevé, mais ça en soi, ça ne change pas grand-chose. C'est plutôt la conséquence de notre corps qui doit ne plus être dans un état stable. Donc notre consommation d'oxygène augmente. D'un point de vue du système nerveux autonome, on a vu que l'impact est différent entre la basse intensité et la moyenne intensité. Donc la basse intensité va plutôt rééquilibrer le système nerveux autonome et nous permettre d'assimiler le stress physio, enfin même le stress en termes général. Et dès qu'on passe ce premier seuil, cette démarcation entre la basse et la moyenne intensité, finalement, on n'a plus la même gestion du stress. Donc ça, c'est super intéressant. Et le lactate pour ça, ça fonctionne bien. Tu m'as parlé du MLSS et je suis parti complètement à l'ouest. Mais le MLSS, c'est pour déterminer le deuxième seuil qui nous permettra, du coup, au même titre que la puissance critique, de différencier les deux domaines d'intensité, de moyenne et de haute intensité. Et pour le coup,
le seuil lactate ou MLSS, c'est plutôt voilà, le bas du deuxième seuil. Et du coup, bah, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser en pratique pour travailler cette intensité. Et puis, bah, pour faire son suivi de progression, en fait, quand on fait du testing physiologique, on n'est pas obligé de faire un test max. C'est-à-dire qu'on élimine tous les paramètres, enfin tout, peut-être pas tous, mais en tout cas on élimine une majorité des paramètres extérieurs qui vont influencer un test de puissance max. Que ce soit la puissance critique, que ce soit test 5, test 20 minutes, test 3 minutes, 4 minutes. Il y a toujours un impact psychologique, un impact de fatigue, etc. qu'on élimine en partie, voire complètement sur un test physio. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire bien plus régulièrement. Et c'est quelque chose voilà, qu'on fait plus simplement. Donc, Quitte même à contrôler durant les séances. ouais, c'est ça, parce que on peut avoir l'appareil avec soi ou avoir un entraîneur ou quelqu'un qui va mesurer avec nous, par exemple, du coup, le lactate et voilà, contrôler qu'on est bien à la bonne intensité, entre guillemets, quoi. Mais du coup, je suis curieux de creuser un petit peu. Mais plutôt le côté oxygénation musculaire. Ouais. Parce que du coup, tu parlais, pour l'instant, on n'a pas de capteur de lactate en continu. Alors que par contre, on peut l'avoir, l'oxygénation musculaire en continu. Ouais. Pourquoi l'avoir abandonné au final, cette méthodologie-là? Bah, en fait, c'est pas super fiable. C'est pas super fiable, clairement. C'est compliqué à analyser. Et ouais, il n'y a pas de. Voilà, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites avec ça, mais ouais, en termes de fiabilité, c'est compliqué. Donc, bah, J'avais ouais, ça a vu été avec le abandonné. Moxy, il me semble que la pression doit être contrôlée, qu'on applique lorsqu'on le met sur la cuisse. La pression du capteur lui-même aussi est un peu douteuse. Ouais, ouais, non, il y a pas mal de choses. L'emplacement, évidemment, la couleur de la peau, la masse gracieuse, et puis bah, tout simplement le capteur en lui-même, je pense qu'il a des limites aussi. Donc, dans l'idée, c'est intéressant, mais ouais, quand même compliqué, quoi. Et du coup, les échanges gazeux, Ouais. très peu utilisés. Alors évidemment, on va pas se balader avec le labo avec nous. Mm. On les fait que en test laboratoire au final. Est-ce que c'est le Ouais. premier frein à cette... Bah, au final, ouais, hein, parce qu'il y a des capteurs qui ont été démocratisés portatifs, hein. Il y a notamment le VO2 Master, mais ça fait des années qu'ils disent qu'ils vont faire un capteur de CO2 pour mesurer vraiment les échanges gazeux, mais en réalité, ouais, je crois pas que ça soit disponible. Donc, on n'a qu'un capteur de VO2, ce qui au final nous apporte pas grand-chose et ça nous apporte pas la mesure des échanges gazeux pour mesurer les seuils ventilatoires. Donc oui, aujourd'hui, on est obligé d'aller dans un labo. Des labos, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des hôpitaux, mais des hôpitaux, eux, ils sont formés pour faire des tests d'effort, des tests de santé. Et finalement, la performance, la plupart ne sont pas formés. Et on n'a pas des données qui sont fiables, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'ils savent faire. Il faut faire attention, quand on va dans un labo faire un test Mm. d'effort, on va avoir une VO2 max, ok, c'est bien, Ouais. mais ça ne nous donnera pas nos domaines d'intensité qui sont derrière. Il faut les Bah, border en plus. ils peuvent les donner parce qu'en fait, automatiquement, généralement, les logiciels qui vont avec ces appareils-là vont donner Oui. des valeurs de seuil et du coup d'intensité. On pourrait les utiliser. Est-ce Ouais, que c'est une bonne idée? Je pense mais pas. quand tu demandes un test d'effort, ils ne te les donnent pas forcément. Quand tu vas D'accord. faire un test d'effort en vue, quand tu fais un test d'effort médical, Ouais, ils ne te les donnent pas. ok. Moi, j'en ai fait, j'ai des potes qui en ont fait. Et Je ils pense que ça disent, dépend non, j'ai pas. des hôpitaux, hein. Ouais, Je pense que ça dépend des hôpitaux. Je crois que j'ai déjà vu des rapports plutôt vraiment orientés médical et où ok. il y avait ces tests-là Donc qui il faut étaient prendre notés. des pincettes quand on dit. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Bah, faut- mais même si on le ferait d'un point de vue performance, enfin voilà, c'est c'est vachement influencé par le protocole qu'on fait. Et puis bon, tout simplement, c'est juste déjà la calibration des appareils qui laisse fortement à désirer dans certains labos. Et au final, bah, on a des données qui sont pas fiables. Surtout qu'en plus, les gens ne sont pas formés à la détection des seuils, donc ils vont utiliser euh, ce que va donner le logiciel. Et ouais, c'est souvent loin de la réalité. Donc attention et ouais, Puis compliqué. la difficulté, c'est aussi de rapporter ce test au terrain. Ouais. Quand on fait un test, il faut qu'il soit spécifique sur le terrain Mm. dont on va s'entraîner, quoi. Si je fais un test à plat Mm. et que demain je fais toutes mes séances en montée, je vais avoir une variation de puissance. Il faut faire attention Bah à ça. ça vaut pour les tests maximaux. Ouais. Mais au final, pour les tests physio, il n'y a pas une très grosse différence, enfin voire pas de différence du tout même, parce que c'est surtout à haute intensité finalement qu'il y a des différences. Tout simplement, rien que si on fait un test
3 minutes, enfin même 30 secondes, n'importe quel test de haute intensité, quand on a une résistance qui est plus élevée, enfin, ou voilà, quand on est en pente, bah ouais, on arrive à mettre plus de watts. D'un point de vue musculaire, c'est un peu différent aussi. Après, d'un point de vue physio et seuil, c'est à peu près transposable sans trop de problème pour la basse intensité Ok. et le deuxième seuil. Ça, c'est un avantage. C'est vrai que c'est quand même un gros avantage. Après, encore une fois, c'est juste qu'il faut aussi avoir un peu de recul sur ces données-là et pas les prendre de toute façon au watt près, quoi. Il faut toujours se laisser une marge et pas utiliser qu'un seul indicateur. Regarder aussi sa fréquence cardiaque, évaluer ses sensations, sa perception de difficulté de l'effort et tout relier. Parce qu'après, c'est sûr que de toute façon, on peut pas être déjà sûr et certain de telle intensité que c'est la bonne et on ne peut pas faire des tests tout le temps dans toutes les conditions. Parce que rien que la température, l'humidité, la pente, on ne s'arrête jamais, quoi. Ouais. Si on va faire un test pour toutes les conditions, il faudrait faire des zones d'entraînement, il faudrait en faire 15, quoi. Ouais, donc on croise toutes ces données-là et Ouais. les variations, les différentes variations qu'on peut avoir vont rapprocher, enfin comment confirmer, Ouais, se rapprocher de la vérité au final. ouais, carrément. Et mais du coup, si tu devais en garder qu'un seul, Mm. lequel tu utiliserais? Bah, je pense le test lactate, hein, parce que ça me permet de mesurer le suivi de la progression. C'est un des trucs les plus intéressants qu'on a avec les tests de puissance, mais on peut aussi très bien l'avoir avec les tests lactate. Mm. Et puis en plus, l'avantage d'un test lactate, c'est qu'on a, en fait, on peut, au bout d'un moment, très haute intensité, on va plafonner. Par contre, sur la basse intensité, notamment le premier seuil, il y a bien plus de marge de progression. Et donc souvent, on peut faire un test 20 minutes et pas forcément voir de progrès alors qu'un premier seuil va gagner 15, voire 20 watts même. Et bah ça, si on se base que sur nos tests de puissance 20 minutes, on se dit mince, j'ai pas progressé. Alors qu'en réalité, on a progressé sur un premier seuil. Donc c'est intéressant avec un test lactate d'avoir une vision plus globale des intensités. Euh, et puis bah, clairement, dans l'utilisation pratique, c'est pareil, on a une vision plus globale des intensités. Donc pour de l'endurance, du deuxième seuil, même de la haute intensité, on peut se baser sur ces tests-là. Donc ouais, aujourd'hui. Testing physio, c'est pour toi le plus Bah, le le plus plus complet. pratique, voilà, le plus complet, oui. Le plus pratique, non. Le plus pratique, clairement, ça reste la puissance critique. Ça, on peut Pour le faire. monsieur tout le monde, tu utiliserais plutôt la puissance critique. Ouais, bah ouais, clairement. Je réfléchis. Après, voilà, c'est vrai que maintenant, avec les plateformes d'entraînement, on a aussi voilà, si on fait des efforts maximaux de façon régulière en compétition, des cyclos ou des grimpés, des choses comme ça, vraiment, on va faire un effort max. Bah, voilà, les logiciels d'entraînement vont réussir à modéliser à peu près une puissance critique estimée Mm. qui, si on la prend pour ce qu'elle est, donc une estimation et qu'on la prend avec des pincettes et qu'on ne l'utilise pas comme vérité absolue, c'est déjà une très bonne base. Finalement, si on est monsieur tout le monde, on n'a pas besoin de l'entraînement, enfin même n'importe qui finalement n'a pas besoin d'un entraînement prescrit au watt près pour progresser. Donc ça donne un ordre d'idée et globalement ça se trompe pas trop. Donc une fois qu'on aurait testé au début de saison, imaginons une période de janvier avant les compétitions, Ouais. histoire de bien se calibrer. Ensuite, on peut suivre l'évolution de ces paramètres-là grâce aux logiciels qui font relativement bien leur travail. Ouais. Après, bon, c'est quand même bien de refaire des tests quand on le peut. C'est sûr, si on peut en avoir ouais, 3, voire 4 par an des points de données, Trois quatre par an. ah, je pense que c'est le top, hein. Plus, non. Moins, ça va aussi. Mais encore une fois, ça dépend aussi de comment la saison est gérée. C'est vrai que quelqu'un qui fait pas forcément de coupure ou qui va juste ralentir un peu son activité sportive, finalement, il y aura assez peu de variations dans l'année. Voilà, il va progresser, mais ça, on va le voir sur les données d'entraînement, nous, en tant qu'entraîneur. Et puis, bah, quand on s'entraîne naturellement, nos watts, ils vont augmenter. Donc là, on se dit, ah, bah, tiens, ouais, je trouve que cette séance-là, par rapport il y a 2 mois, je l'ai fait avec 10 watts de plus et je suis vraiment beaucoup plus facile. En fait, rien que ça suffit à nous dire qu'on a progressé. On n'a pas forcément besoin de refaire un test tout de suite. Si, voilà, on peut adapter notre entraînement juste si on sait qu'on a progressé, enfin, si on estime avoir progressé. Après, oui, idéalement, on refait un test et puis on voit ce qui se passe, quoi. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Moi, j'ai épuisé mes questions. Ouais, non, Sur le bah, testing en règle générale. non, on a fait le tour. Après, oui, c'est sûr, il y a du testing, on peut en faire partout. Ça reste quand même la base, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc, si on est dans une optique de progression, bah,
voilà, on peut mettre, on se doit de mettre des indicateurs quand même objectifs pour savoir si on progresse ou pas, dans quelle direction on avance. Euh, voilà, si on fait que du cyclisme loisir, c'est pas nécessaire, mais si on veut progresser, bah, plus on a de points de données, attention à pas en avoir 15 milliards non plus, mais voilà, quand on choisit des indicateurs fiables, ça peut être notamment la puissance critique, la puissance sur 30 secondes, la puissance sur 5 secondes. Bah, en fait, on sait dans quelle direction on va, on voit si on progresse ou pas, si on doit rajuster, et si on plafonne, bah, peut-être faire appel à un coach aussi, si on sent qu'on arrive un peu à ses limites. Et bah, peut-être qu'un coach nous aidera à progresser, c'est certain. Souvent, si on s'entraîne tout seul, au bout d'un moment, un coach, ça fait quand même progresser. Donc, voilà. Mais on peut aussi, là je fais le parallèle avec votre travail avec Maxime, Mm. où Maxime a sorti une formation sur la puissance critique, donc Ouais. pour approfondir l'analyse, la méthodologie et l'utilisation, je vous Mm. conseille d'utiliser celle-ci. Parce qu'il y a plein de choses à faire avec la puissance critique, Ouais. c'est ça qu'on n'a pas dit, mais ça peut être aussi utile dans la gestion de l'effort, dans plein de choses qu'on a finalement qu'avec la puissance critique. Et ouais, c'est un outil en tout cas, si on s'entraîne tout seul et si on est entraîneur, on est obligé de le maîtriser. Aujourd'hui, c'est Ouais. pour moi quand même la référence numéro un, maîtriser. Et après, ta formation lactate, Ouais, pour approfondir ça aussi. bah voilà, je pense que si on veut le mettre en place, parce que ça me fait mal des fois d'entendre des gens qui disent ouais, non, mais test lactate, j'ai essayé, ouais, c'est pas fiable, ça marche pas. Bah, en fait, attends, prends ton temps, euh, regarde ma formation. Bon, il y en a d'autres des formations, mais en tout cas, il y a la mienne. Mais voilà, parce que c'est quand même un niveau dessus et enfin, ouais, faut faire les choses bien si on veut avoir des bonnes données. Voilà, si on met des mauvaises données, bah ouais, c'est sûr, c'est pas fiable, quoi. Donc voilà, ça s'apprend, ça s'apprend à s'analyser, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai fait une méthode pour expliquer voilà, vraiment les principes physio derrière tout ça, les filières énergétiques, quel protocole on met en place, comment, quand, comment on fait les prises lactate. Voilà, tout est expliqué. Donc bah ouais, si vous voulez vous y mettre, vous faites pas un avis trop vite. Et puis bah, si quelqu'un vous a fait un test lactate et vous avez eu des doutes sur les données, bah ouais, il faut pas se dire en fait le lactate ça marche pas, c'est peut-être juste que le test était mal fait. Et bah ouais, ça arrive de moins en moins, mais, Il y en a toujours. mais je pense qu'il y en aura toujours. Ouais. Je pense que je pourrais pas tous les éradiquer. Et bah écoute Mathieu, je te remercie pour cet Ouais. échange. Ouais, merci à toi. Et bah avec plaisir. Et on vous remercie aussi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser un petit retour en commentaire, un petit like sur la plateforme, un petit partage et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.